Donc, on démarre avec l'électricité. Julien Tédé, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Le patron de Opéra Énergie. Donc, tu es courtier, toi, Exactement. en solutions. Tu fournis des solutions d'électricité. On aide les entreprises à choisir le meilleur contrat de fourniture de gaz et d'électricité. Et quand on dit on aide les entreprises, comme ça, tout à fait entre nous, il y a 15-16 ans maintenant que je m'intéresse vraiment à fond à la vie économique, microéconomique. Il y a deux secteurs sur lesquels tu butes, c'est les assurances. Enfin, on va dire les assurances et les mutuelles, plus pour des raisons de black box, etc. Et puis alors, les prix de l'électricité, c'est à se tirer une balle. C'est compliqué. C'est pas un sujet simple, effectivement. Le cœur du truc, en fait, c'est que tu as un prix de marché qui s'appelle prix spot, qui peut en fait être multiplié par 1000 en 5 minutes. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il peut être négatif. Il peut être négatif. Et il peut passer à 3000 € du mégawattheure. Voilà. Parce que la clé de tout, ce qu'il faut vraiment comprendre, ça, c'est le truc que j'ai compris, c'est que le réseau, il est fini. C'est-à-dire un électron qui rentre doit correspondre, peu ou prou, il y a une petite tolérance, mais... On ne stocke pas l'électricité. Voilà. Et comme on ne stocke pas l'électricité, ça fait des prix très volatiles. Et d'ailleurs, le prix de l'électricité sur le marché spot bouge d'une heure à l'autre. Ouais, c'est ça. Et pour comprendre prix négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer en fait le gestionnaire de réseau pour qu'il prenne ton courant parce que tu veux absolument qu'il passe. Oui. Ça, pour moi, on l'a compris physiquement quand on a connu les prix de pétrole négatifs il y a à peu près 1 an. Ouais, c'est vrai. Où on voyait que le prix était négatif parce que... Ça a duré 2 minutes, le prix du pétrole négatif. Alors, le prix de l'électricité négatif, c'est pas tous les jours non plus, mais ça peut arriver régulièrement quand il y a trop d'électricité qui est injectée sur le réseau et on ne sait pas comment la soutirer. Mais ça veut dire que... Oui, mais alors, payer le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau, lui, il a son réseau, il ne peut pas tout à coup créer un réseau. Ça veut dire que le gestionnaire du réseau, lui, il va demander à quelqu'un de s'arrêter pour que ton électricité paye. C'est ça. Passe. C'est ça. Et donc, il va payer celui qui s'arrête. Exactement. C'est un mécanisme qu'on appelle effacement, et c'est un mécanisme qui devrait se développer de plus en plus dans les années à venir, parce que le réseau va avoir de plus en plus besoin de cette flexibilité. À cause des énergies nouvelles. En lien avec le renouvelable, la production éolienne, la production solaire un peu moins, mais surtout la production éolienne, c'est difficile à prévoir. Donc quand il y a beaucoup de vent et que ça injecte sur le réseau qu'on n'avait pas prévu, faut que le réseau puisse s'adapter. Et alors, mécanisme d'effacement, ça c'est fascinant aussi, qui fonctionne alors pour des producteurs, mais qui fonctionne aussi pour des consommateurs. Pour des consommateurs, oui. Il y a des industriels. Alors ça va du gros industriel qui peut arrêter son usine pendant quelques heures, jusqu'à le particulier qui peut couper son chauffe-eau ou couper son chauffage électrique pendant quelques heures ou pendant une journée. On l'a vécu, il y a eu un petit pic d'alerte. RTE nous a envoyé un petit pic d'alerte, c'était quand? C'était début février. Nous a conseillé de mettre des pulls. Le matin. Ou en tout cas de ne pas lancer une machine à laver à 10h du matin. Voilà. Et non, mais je veux insister là-dessus parce que c'est truffé de contresens, ces réflexions sur l'électricité. Et j'entendais, comme assez souvent, un responsable politique, vous vous rendez compte, on demande à nos usines de s'arrêter, c'est un scandale. Mais c'est pas un scandale du tout, au contraire. C'est plutôt sain. Mais oui. C'est plutôt sain et c'est plutôt malin. Parce qu'en plus, l'industriel, il a toujours un truc à faire pendant qu'il arrête son usine. En fait, rémunérer le fait que tu puisses arrêter ta production, c'est formidable. Et puis, c'est une source de revenus supplémentaires pour les usines qui arrivent. Alors, c'est très intéressant en particulier pour les industriels, ce qu'on appelle les électro-intensifs, c'est-à-dire ceux pour qui la facture d'électricité représente une grosse partie des charges. Donc, eux, s'ils ont un peu de flexibilité et qu'ils ont le moyen comme ça de la valoriser, c'est tout bénef. C'est RTE qui gère les effacements. Exactement. Et prévient avec 24 heures d'avance. Enfin, ils ont un petit... Il y a différents produits, mais ça peut aller jusqu'à 15 minutes, voire jusqu'à quelques secondes. Mais dans ce cas-là, c'est même des effacements qui sont opérés à distance. C'est-à-dire directement, on va aller couper, pas une usine entière, mais on va aller couper un petit usage pour permettre au réseau de s'équilibrer. Et j'imagine, plus le délai est court, et mieux l'industriel est rémunéré. Exactement. C'est ça. C'est incroyable. Chez Schneider Electric, il m'avait raconté qu'en fait, il faisait quasiment des EPR virtuels. Oui, c'est ça. En cumulant des effacements comme ça et en récupérant de l'énergie. Il y a plusieurs gigawatts aujourd'hui de capacité effaçable, et savoir que 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc il y a potentiellement plusieurs réacteurs nucléaires qu'on peut
qu'on peut effacer. Bon, premier point très très intéressant. Le deuxième, c'est la concurrence. Et alors ça, partout aussi, on voit, en fait, la concurrence, ça ne marche pas sur les prix de l'électricité. Ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, on va y revenir. Et puis là, je vois bilan, alors je me trompe toujours, c'est bilan creux, Commission de régulation de l'énergie. Il se trouve que, je parle sous ton contrôle, 1 200 000 clients professionnels n'ont plus de tarifs réglementés, c'est ça, depuis... C'est ce qu'on compte en électricité, c'est les compteurs, donc ce n'est pas les entreprises. D'accord. Ça représente à peu près 150 000 entreprises. 150 000 entreprises qui ont donc passé une année qui, depuis fin 2020, n'ont plus le droit à leurs tarifs réglementés. Voilà. Et donc on voit comment ils se comportent. Exactement. Est-ce qu'ils restent avec EDF ou est-ce qu'ils vont aller voir justement la concurrence si la concurrence existe? Et cette commission de régulation de l'énergie écrit « La concurrence joue à plein sur le marché de l'électricité. L'essor des offres de marché associées au déploiement de compteurs intelligents constitue une opportunité pour des offres de services variés et innovants. » C'est bien dit. Ok Julien, mais est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On voit, alors sur le marché des entreprises, ça fait plusieurs années que toutes les entreprises ont la possibilité de changer de fournisseur. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que depuis fin 2015, on éteint ce qu'on appelle les tarifs réglementés. Voilà. C'est-à-dire les tarifs historiques dont le niveau elles n'ont était plus de fixé. protection, on va dire ça comme ça. Elles n'ont plus la protection, mais est-ce que c'était vraiment une protection des tarifs réglementés? Voilà. Et elles se retrouvent obligés de choisir leur offre, de choisir leur fournisseur. Et effectivement, il y a encore, on estime qu'il y a à peu près 10% du marché des entreprises qui a encore droit à un tarif réglementé et 90% qui sont dans le grand bain, qui doivent choisir une offre plus innovante. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais quand on regarde le marché de fourniture d'électricité pour les entreprises, il y a 50% qui est fourni par un fournisseur alternatif, donc qui n'est pas EDF. Donc il y a 50% de la consommation, c'est pas 50% des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui consomment beaucoup. Il y a 50% de la consommation en part de marché. Ouais, mais alors il suffit qu'Arcelor change de fournisseur, j'imagine, je prends tes électro-intensifs par exemple, ça pèse davantage. Oui, voilà. Ça pèse plus, ouais. Et donc c'est quoi ces fournisseurs alternatifs? C'est ceux qu'on connaît, nous, les marques commerciales avec lesquelles on est en contact, nous, en tant que consommateurs? C'est Direct Energy, c'est Total, c'est... Il y a beaucoup qui font à la fois entreprises et particuliers. Il y en a qui sont présents que sur les entreprises. Ça peut être soit des start-up, soit des filiales françaises de grands groupes énergéticiens européens qui viennent en France pour ah oui, notamment Eni, par exemple. Ça peut être Eni, Alpiq, les Suisses, Vattenfall, les Suédois, etc. Alpiq, ils s'appellent les Suisses? Alpiq. Oui. Alpiq. Mais alors, quelle concurrence ils apportent? Parce que, alors c'est là où il y a le sujet. L'électricité, elle est produite massivement. EDF produit quel pourcentage d'électricité aujourd'hui en France, Julien? Je dirais 90%. Mais voilà. Donc sur quoi est-ce qu'on se fait concurrence à partir du moment où de toute façon l'électricité elle est fournie par EDF? On se fait concurrence sur, alors, bien évidemment le prix et sur les services mais sur le associés. Prix, ils vont l'acheter sur le marché spot. Les fournisseurs alternatifs, ils peuvent aller acheter de l'électricité sur le marché spot de temps en temps? Oui. D'accord. Ce qu'on a estimé, nous, on avait fait le calcul, fin 2015, il y a eu une énorme partie de ces tarifs réglementés pour les entreprises qui a disparu. Ça représentait à peu près en consommation 80% du marché. Et on avait fait le calcul, le gain de toutes les entreprises à changer de contrat et à choisir un meilleur contrat, en cumulé, c'était à peu près 1 milliard d'euros. Donc il y a des gains à aller chercher. Ouais. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire, ça veut dire que EDF est moins efficace finalement à aller de temps en temps faire varier ses prix en fonction de ce que peuvent offrir les prix de marché? Il y a plusieurs choses. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on achète de l'électricité, le prix de l'électricité, c'est que 50% de la facture. On va y venir. D'accord. Reste déjà mais, sur... parce qu'après, on va parler des taxes, c'est les mêmes pour tout le monde. Exactement. Donc, il y a effectivement les coûts de commercialisation, la marge, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le moment d'acheter l'électricité. Il y a une bourse de l'électricité, donc les prix changent. Il y a des fournisseurs qui conseillent leurs clients sur comment acheter l'électricité au bon moment, comment acheter l'électricité plutôt au moment où on est dans un pic de prix qu'au moment où on est dans un... Non, plutôt au moment où on est dans un creux de prix. Oui, dans un creux de prix, on avait compris. Mais ça veut dire qu'il faut que tu donnes cette même souplesse à ta production.
C'est-à-dire, tu peux, en fait, tu vas essayer de lisser la façon dont tourne ton usine en fonction de ce que tu peux prévoir de l'évolution du prix de l'électricité. Ça va jusque-là ? Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à conseiller le client pour bien consommer, pour mieux consommer, pas moins, mais pour mieux consommer et faire baisser son prix de fourniture. Parce qu'un milliard, c'est pas rien. Hein. On peut rien. considérer que c'est 1 milliard de charges, quoi. Un milliard de charges en moins sur les entreprises, c'est pas anecdotique quand même, hein. Sans avoir rien supprimé, on est bien d'accord. Oui. Voilà. Et en termes, parce que ce qui est intéressant dans ce que dit Lacreux, c'est qu'il ne parle pas quand même de production, il parle offre de services variés et innovants. Qu'est-ce qu'elle apporte, la concurrence, en matière de services, justement, Julien ? Alors, ça peut être, alors en ce moment, évidemment, ce qui a beaucoup le vent en poupe, c'est les outils de suivi de consommation. Et en particulier pour les entreprises multisites, on peut leur offrir un suivi de consommation de leur site, de comparaison de leur site entre eux, voire de comparaison de benchmark de leur site par rapport à d'autres sites similaires. Ouais. Et ça, c'est les fournisseurs, en fait, sont un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils fournissent de l'électricité, mais ils fournissent aussi des services qui permettent à leurs clients de consommer moins. Ah bah c'est le slogan. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est un slogan d'Engie ou est-ce que c'est un slogan, c'est-à-dire l'énergie est notre avenir, économisons-la? C'est un slogan qui est légal. C'est-à-dire quand on fait une pub, quand on fait une pub dans l'énergie, on doit dire ça. J'ai toujours trouvé ce slogan un peu étrange. Mais oui, je me suis toujours dit, mais enfin, dans un pays volontaire, l'énergie est notre avenir, bah, produisons plus. Oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, allons-y, quoi. Investissons, produisons. Non, économisez. Bon. Ce qu'on a coutume de dire, c'est que le mégawattheure le moins cher, c'est le mégawattheure qu'on ne consomme pas. Donc c'est vrai qu'avant de plus produire ou avant de mieux acheter, si on peut éviter de consommer... Ça, je comprends. Mais c'est pas ça que veut dire l'énergie est notre avenir, économisons-la. Je comprends. L'énergie est notre avenir, économisons-la, c'est un monde fini. C'est les mecs surtout, on touche plus à rien. Malthusien. Et voilà, c'est malthusien. Dernier point que je voulais qu'on voit ensemble, et on va voir un de tes graphes, c'est-à-dire, parce que ça aussi, on va voir le graphe sur la hausse de la facture d'électricité. Parce que ça aussi, c'est un des contresens finalement qu'on fait, y compris en tant que particulier. On dit la concurrence, ça marche pas. Parce que c'est toujours de plus en plus cher. Alors ça, ce sera le graphe qu'on verra après. Mais regardons celui-là. Ça, c'est la composition de la facture. Julien, tu la connais par cœur. Et effectivement, c'est quoi? C'est la moitié de la facture qui est... La moitié de la facture, c'est de l'électricité pure, à peu près. Et il y a un quart qui est ce qu'on appelle l'acheminement, c'est-à-dire qu'il faut payer le réseau de transport normal. Et un quart qui sont des taxes, mais ce n'est pas la TVA, c'est des taxes spécifiques à l'électricité. Voilà, des taxes pour assurer la sécurité du réseau, hein, globalement, et puis pour l'ensemble des énergies renouvelables, c'est ça qui reste en place aujourd'hui. Hein. Oui. Mais ce graphe-là, il est très important, et ce graphe-là, on le doit à Opéra Énergie. Hein. C'est vraiment, pour le coup, un boulot que tu fais très régulièrement. Et donc, on voit, alors ça démarre en juin 2016, une hausse continue, finalement. Concurrence ou pas concurrence? Mais depuis 5 ans, effectivement, on met en place depuis 5 ans, on met en place un index de suivi des prix de l'électricité pour les entreprises. Et on voit que depuis 5 ans, en moyenne, les prix ont augmenté de 25%. Mais sur cette hausse de 25% depuis 5 ans, les 2/3 viennent de coûts réglementaires. Donc, ça peut être le réseau comme du financement pour l'efficacité énergétique, du financement pour la sécurité du réseau, etc. Donc, il n'y a que 1/3 qui vient du prix de l'électron, du prix de marché, et encore, sur ce tiers, il y a à peu près la moitié qui dépend des prix de gros de l'électricité, mais la moitié qui dépend du fameux mécanisme ARENH, donc l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. C'est le prix du nucléaire. EDF doit céder à ses fournisseurs concurrents un quart de sa production nucléaire à prix coûtant. 42 € le mégawattheure. 42 € du mégawattheure, exactement. Tout est dans le prix coûtant, parce que pour EDF, c'est pas le prix coûtant. EDF dit, on va pas passer 1 heure sur l'ARENH, mais quand même. EDF dit, en fait, on se ruine, on brade notre production en la fournissant à ce prix-là à nos concurrents. Au moment de la mise en place de l'ARENH, on avait demandé à plusieurs experts qui avaient sorti quel est le prix du nucléaire. On a eu entre 35 et 49. Donc, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ARENH pour EDF, alors selon EDF, ça serait le poison du groupe. Oui. Nous, on a estimé que c'est un manque à gagner de 650 millions d'euros par an. Mais Julien, ça l'est le poison. Il faut bien se rendre compte que vous êtes concurrent d'EDF.
Si les prix spot sont en dessous de ce que EDF doit vous fournir, C'est vrai. vous allez sur les prix spot tranquilles. Si les prix spot sont au-dessus, vous allez piquer piquer l'électricité d'EDF. Oui, l'optionnalité du mécanisme ARENH est assez étonnante. C'est vrai. EDF avait attaqué. Alors non, c'est Total qui a attaqué EDF en justice là-dessus, Oui. et EDF a perdu. C'est-à-dire que la justice considère que oui, on a le droit de faire ce qu'on veut finalement avec cette ARENH qui va être modifiée. Mais d'abord, est-ce que le poids de ces taxes, c'est le même partout en Europe, Julien? Est-ce que les autres pays européens ont une augmentation comparable? Est-ce que tu sais Alors, ça? je suis plutôt spécialiste du marché français. Ouais, Ce qui remplit un temps plein déjà. Donc, je ne me prononcerai pas sur les... Derrière, le prix de l'électron lui-même, en fait, il est condamné à augmenter ou pas? Mais le prix de marché de l'électricité, ce qui est contre-intuitif encore sur le marché de l'électricité, c'est qu'on a de l'électricité en France qui est à peu près 80% d'origine nucléaire, donc qui n'émet pas de CO2. Et pourtant, le prix de gros de l'électricité dépend beaucoup du CO2. Pourquoi? Parce que même si on n'a que des centrales nucléaires qui tournent et qu'il faut lancer en dernière centrale pour équilibrer le réseau, il faut lancer une centrale à gaz. Eh bien, il faut que le prix de marché couvre les coûts de fonctionnement de cette centrale à gaz, dont le CO2. Et depuis quelques années, effectivement, on voit une augmentation des prix de gros de l'électricité en lien beaucoup avec cette explosion des prix de la tonne de CO2 qui était à 7 € il y a 2 ans, à 7 € la tonne, et là on est à 45 € la tonne. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, c'est parfait. Dans tout ça, je ne sais pas si on a éclairé, c'est le cas de le dire, un tout petit peu votre lanterne sur ce sujet. Qu'est-ce qu'elles doivent faire en 2 minutes? Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, j'entends tout ça. La facture d'électricité, c'est une charge. J'apprends qu'il faut quand même que je regarde parce qu'il y a moyen de la faire baisser. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire jouer cette concurrence quand même aujourd'hui. Oui, alors je vends pas ma sauce en premier. La meilleure chose à faire, c'est de consommer moins. Donc de faire des travaux d'efficacité énergétique, ouais. Quand on soit tertiaire ou industriel, il y a toujours des choses à faire. Consommer moins et ensuite, oui, refaire jouer la concurrence de façon régulière sur ces contrats. Non, c'est vrai que c'est pas le sujet. Mais quand on arrive à la fin de cette interview, on se dit, je vais peut-être appeler un mec qui sait de quoi il parle pour s'en occuper quand même. Tant mieux. Merci Julien. Merci beaucoup Stéphane. Julien Tédé, donc le PDG d'Opéra Énergie, était notre premier invité sur Bismart.